sur cette question de coordination et en présentant un petit peu ce qui est commun. Ce qui est commun aux économies du Nord et aux économies du Sud dans cette question de coordination, c'est-à-dire la définition de ce que c'est, le jeu des acteurs qui en définissent le contenu et la relation avec le système politique et le système démocratique. Et au Maroc, on est en plein dedans. Et je vais essayer de vous reproduire le travail qui a été fait par mes collègues, c'est Srali, c'est le Qadiri, Najib Koumira qui est là, et que quand Driss m'a demandé de le coordonner, je ne savais pas que c'était un travail sans limite, tellement le sujet est un peu vaste. Donc, d'abord, je vais rappeler l'origine un petit peu. L'origine et le contexte dans lequel on a mené ce travail. Alors, l'origine, c'est que le mot coordination au Maroc est apparu suite à l'adoption des politiques sectorielles, des stratégies sectorielles, et on a mis en avant une idée qui paraissait couler de source, de dire il faut coordonner les stratégies sectorielles. Pas plus tard qu'hier, M. Amara, ministre de l'Industrie, il a dit, c'est dans les assises de l'exportation, il a dit c'est la priorité nationale, sans donner le moindre contenu à ce que c'est que coordonner le plan Maroc vert avec l'émergence, avec le solaire, avec le logement social, avec ça paraît couler de source, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on attend. Et qu'est-ce qu'on peut attendre comme rendement de cette coordination définie comme ça. Donc on a essayé de trouver des repères pour donner un contenu à ce qu'il y a derrière coordination. Et bien sûr, on a trouvé énormément de choses. Parce que la première réflexion des économistes, c'est que la principale fonction du marché, c'est justement de coordonner. Et de coordonner les activités économiques de millions d'acteurs à travers la fameuse phrase de Smith sur la main invisible. Mais dès qu'on creuse un peu, on sait que le marché ne peut pas coordonner tout. Il ne peut pas coordonner tout, et les pays se sont dotés d'institutions économiques, donc pas le marché, d'institutions, qui sont chargées de corriger les défaillances du marché ou les limites du marché en matière de coordination. Et ces institutions économiques sont définies, sont elles-mêmes, leurs attributions sont définies par le politique. Et c'est là où ça devient intéressant au Maroc, parce que justement, on est en phase de transition, qu'on le veuille ou non. On est en phase de transition parce que les instruments de contrôle politique, et là je reprends une idée chère à mon ami Fouad, les instruments de contrôle politique traditionnels qui étaient le contrôle de l'information, le contrôle de la répression, qui était la rente économique, sont en train de s'épuiser. Et on sera amené à poser la question d'un nouveau rapport entre le pouvoir et les citoyens. Dans ce contexte-là, les institutions qui régulent et qui s'occupent de coordination sont interpellées et ne peuvent pas fonctionner comme si on n'était pas en transition démocratique ou transition politique. Chacun mettra le mot qu'il veut derrière ça. Donc c'est un petit peu ça la question générale. Et de cette question, nous avons déduit disons, un plan de travail qui s'articule autour de deux domaines qui, pour nous, théoriquement, ont un fondement en termes de coordination. Le premier, c'est les défaillances de coordination macroéconomiques. Pour simplifier, c'est toutes ces défaillances de coordination qui ont pour origine le fait que les anticipations des acteurs ne sont pas celles qu'on espère pour atteindre un objectif macroéconomique. C'est toute la littérature keynésienne, la fameuse préférence pour la liquidité qui creuse l'économie en période de crise, les fameux comportements moutonniers des bourses, etc. Donc, ces facteurs qui sont des facteurs qui influencent les anticipations font qu'il est difficile de corriger les variations à court terme sans une intervention publique, selon la thèse keynésienne, bien sûr. Face à ça, il y a toutes les écoles que nous, on a nommées d'inspiration autrichienne, mais d'autres pourraient les appeler autrement, qui disent que
quel que soit le problème macroéconomique, la seule solution, c'est la micro. Il n'y a pas de solution macroéconomique au problème macroéconomique, de chômage, etc. La solution, c'est le micro. Donc c'est ça le débat, et ce débat est légitime, et c'est autour de ces débats qu'on a essayé d'avoir un thème, la coordination dans les politiques macroéconomiques, dans la gestion du cycle économique, plus ou moins. Le deuxième thème qu'on a essayé d'approfondir, c'est celui qui a pour origine les politiques structurelles, sectorielles, héritées de la grande littérature sur le développement économique des années 50 et 60, c'est le fameux Big Push. C'est quoi l'idée derrière ça? L'idée derrière ça, c'est que dans une économie peu développée, un ensemble d'investissements coordonnés est plus rentable qu'un investissement non coordonné avec d'autres, sectoriels isolés. Pourquoi? Parce que pour que cet investissement soit rentable, il lui faut des choses autour qui n'existent pas spontanément dans un pays en voie de développement. Et autour de ce thème, on a mis la coordination justifiée par les externalités. Donc on a deux grands thèmes. Le premier, c'est la coordination justifiée par les anticipations et les défaillances du marché à gérer les anticipations. Alors la démarche de l'étude a été assez éclectique, disons. On s'est inspiré un petit peu de ce que font de ce que fait l'économie politique appliquée, qui est ils appellent ça les arènes. C'est quoi une arène? Une arène, c'est une représentation des institutions et des rapports de force et des intérêts des acteurs autour d'un sujet donné. Donc on essaie de comprendre, autour d'un sujet donné, quelles sont les règles, quels sont les acteurs, quels sont les intérêts en présence, quels sont les rapports de force, et de voir qu'est-ce que cette arène produit comme résultat et qu'est-ce qu'elle est capable de produire. Donc on a adopté cette approche et on l'a développée au sein d'un certain nombre d'ateliers dans lesquels on a présenté des esquisses d'arènes et on a fait réagir les gens et puis on leur a posé un certain nombre de questions. Et sur la base de ça, on a fait des entretiens avec des experts plus pointus pour avoir un certain nombre de résultats. Donc ce n'est pas une étude au sens statistique, économétrique du terme, c'est une étude, disons, basée sur le recueil dans une problématique donnée de l'avis des experts. Donc, voici un peu les deux sous-thèmes et la démarche. Maintenant, les résultats. Enfin, les résultats. Bon, voilà une esquisse d'arène avec laquelle on a travaillé sur le financement au Maroc avec les différents acteurs. Et en fait, on présentait ça dans les ateliers, on discutait des rapports de force, des intérêts, de ce que pouvait donner cette arène. Donc, c'est pour illustrer l'exercice qu'on a fait. Maintenant, je vais aller aux principaux aux leçons et enseignements qu'on a tirés de tout ça. Alors, la première chose sur laquelle on voudrait attirer soulever le premier débat, c'est sur l'arène macroéconomique. Et cette arène macroéconomique marocaine, elle est boiteuse, mais dans un autre sens que celui de l'Union européenne, à notre avis. Bon, on l'a caractérisée par le mot conservatrice. À l'heure actuelle, et je reviendrai sur l'historique peut-être pour expliquer ce qui se passe, mais bon, qu'est-ce qui caractérise l'arène macroéconomique marocaine? Elle est dominée par un nombre d'acteurs assez limité, c'est le système bancaire et l'État, essentiellement, qui arrivent à trouver des compromis assez facilement pour la gestion du cycle économique marocain, parce qu'une grande partie de l'économie marocaine est insensible et en dehors de ce taux d'intérêt que fixe Jouahri tous les 3 mois. Elle est insensible aux politiques de relance du ministère des Finances à travers un certain nombre d'instruments qu'il met en place. Donc l'économie marocaine au sens macro est très facile à gérer, en ce sens où deux instruments
suffisent. On a une crise de balance de paiement ou de déficit, on appelle le financement extérieur. On a des problèmes de surliquidité, on augmente le taux de réserve des banques. Mais cette arène macroéconomique n'est pas soumise à pression populaire. Parce que les décisions qu'elle prend, c'est là où on a notre aspect boiteux, mais c'est un aspect d'exclusion aussi d'une grande partie de la population de ce qui ferait leur accès au financement, de ce qui ferait une politique de redistribution fiscale basée sur des recettes budgétaires, etc. Donc cette arène marocaine, elle fonctionne de manière assez simple. Elle est conservatrice parce que les intérêts des uns et des autres convergent facilement. L'État a besoin d'emprunter ou n'a pas besoin d'emprunter, c'est assez facile à gérer avec le système bancaire. Et elle s'est donné des limites. C'est pour ça qu'on l'appelait conservatrice, pour deux raisons. Parce que jusqu'à présent, peut-être c'est en train de changer, elle s'est interdit de toucher la fiscalité directe. La fiscalité directe a été un tabou pendant longtemps de cette arène. Et donc, quand on avait un problème, on emprunte à l'étranger, en attendant la fois d'après pour rembourser d'une manière ou d'une autre, en privatisant ou quelque chose. Mais il s'est interdit de toucher cet instrument démocratique qu'est la fiscalité directe. C'est peut-être en train de changer. C'est un sujet, on a des assises de la fiscalité au mois de février, je suis assez pessimiste. Si je vois le degré de préparation, il n'y a personne des finances ici, mais non, il y a le CS qui a fait un travail. Non, mais je veux dire, en termes de préparation de passer à une fiscalité directe, compte tenu d'un certain nombre de déclarations. Mais bon, c'est un sujet de débat. Donc, voici la première caractérisation. C'est une arène macroéconomique conservatrice qui s'appuie sur le fait qu'elle n'est pas soumise à pression politique et qui exclut de l'accès au financement et de l'accès à des financements basés sur la fiscalité une grande partie de la population. Et finalement, c'était très facile. Et c'est encore très facile, si on oublie que la macroéconomie est faite pour créer et redistribuer des richesses. Deuxième série de choses qu'on voulait discuter avec vous, c'est les arènes sectorielles. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire l'impasse ici sur l'historique comme je l'ai fait pour l'autre partie. Alors, comment le Maroc a géré la question de la coordination dans les politiques sectorielles? Le Maroc a été un grand partisan de la théorie de développement traditionnelle, avec le Big Push. Dans les années 60 et 70, quand l'État faisait un projet agricole, il amenait l'eau, il construisait la sucrerie. Et il mettait la Fatima pour vendre des engrais. L'État faisait du Big Push. Quand il faisait du tourisme, il construisait l'aéroport, il demandait à l'ARAM de le desservir et il construisait Maroc Touriste. Et il faisait la campagne Je veux dire, le Maroc a fait beaucoup de Big Push, mais État. L'État est établissement public. Et aujourd'hui, on est dans une transition et on veut le faire avec du partenariat public-privé. On veut gérer les externalités, on veut gérer les besoins de coordination, non plus avec interétatique ou interétablissement public, mais avec du partenariat public-privé. Et là, on a, à notre avis, une histoire différente selon les secteurs. Nous émettons l'hypothèse que les secteurs traditionnels, dans les secteurs traditionnels, tels que l'agriculture, tels que le logement, tels que le tourisme, les résultats sont décevants. Je vais vite, mais ce que je veux dire, ils sont décevants pour 2 ou 3 séries de raisons. Soit ils sont décevants parce que le privé ne joue pas le jeu, ça a été le cas du tourisme pour le plan Azur. Le privé n'a pas suivi comme il était attendu, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a pas été associé au départ, mais le résultat est que le partenariat public-privé n'a pas fonctionné. Ils sont peu probants pour l'agriculture parce que l'essentiel de ce qui est distribué, c'est de l'effet d'aubaine.
La plupart de ce qui est fait aurait été fait sans les subventions de l'État dans ce secteur. Et donc, quand on voit que les ressources de ce secteur ont été multipliées par 3 en termes de dotation budgétaire, et qu'on ne voit pas vraiment l'impact de ça par rapport à... Donc, on a soit le privé ne joue pas le jeu, soit il joue trop bien le jeu, il arrive à faire comme si la politique de subvention était nécessaire, soit dans le logement, dans lequel on a l'impression que chaque fois, il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire, à chaque fois, vous avez lu aujourd'hui le communiqué de la Fédération nationale de la promotion immobilière qui réagit à n'importe quel changement de centime de fiscalité et dit « ça y est, on va arrêter ». C'est-à-dire, c'est un truc qui ne progresse jamais. L'idée des politiques structurelles, c'est qu'au partir d'un certain moment, tu enlèves le biberon. Et on a l'impression, dans ces secteurs traditionnels, qu'on a quelques problèmes. On a quelques problèmes probablement dus au fait que dans ces secteurs, on a des intérêts qui existent. On a des acteurs puissants face à une administration qui peut-être n'a pas tous les moyens pour suivre ce qu'elle fait. Et aussi probablement parce que les outils de financement qu'on utilise ne sont pas des outils appropriés. Peut-être les gens des finances pourraient aussi nous aider là-dessus. Lorsqu'on préaffecte du financement à un secteur, c'est trop tard. Si tu dis que je vais investir 78,5 milliards de dirhams pour le plan Maroc vert d'ici 2018, indépendamment des résultats, c'est un petit peu bizarre. Donc, ça ne marche pas bien dans ces secteurs traditionnels parce qu'il y a des problèmes de captation par des intérêts, c'est clair, mais aussi parce qu'il y a des instruments qui ne sont pas toujours adaptés. Sur les secteurs nouveaux, que je connais moins bien, mais que les collègues connaissent mieux que moi, apparemment, les résultats sont meilleurs, ils sont plus probants, que ce soit pour l'offshoring. Il n'y a qu'à voir les Français qui râlent aujourd'hui parce que l'AFD a donné une ligne de financement supplémentaire au Maroc dans le cadre de l'offshoring, dans le cadre de l'aéronautique et de l'automobile, nouvelle version, et dans le cadre de l'énergie avec bien sûr des incertitudes. Mais on a l'impression que dans ces secteurs qui sont d'emblée soumis à la concurrence internationale, dans lesquels les intérêts locaux sont moins présents, on a plus de facilité à mener ces politiques de cluster, de filières, de structures, qu'on les appelle, quelle que soit l'appellation qu'on puisse leur donner. Donc voilà un petit peu résumé les résultats de nos ateliers et de nos entretiens sur la macro et sur le sectoriel. Reste maintenant la question de que faire. Bon, je n'ai pas de recommandation. Parce que, comme vous l'avez vu au début, on est dans un processus. On est dans un processus de transition qui interpelle les institutions. Et dans un processus de transition qui interpelle les institutions, on n'est pas dans un projet input-output. Je ne vais pas mettre temps, ça va me donner temps. Les idées qu'on a, c'est des idées plutôt pour appuyer ce qui va dans le bon sens dans ce processus. Il y a 2 choses qui me paraissent... importante à soulever pour le débat sur les recommandations, c'est cette question de l'exclusion. Si on n'accepte plus cette macroéconomie low cost, comme je l'ai mis dans le papier, c'est-à-dire cette macroéconomie qui exclut de l'accès au financement, qui exclut des politiques fiscales un certain nombre d'instruments, si on veut avoir une politique macro qui soit pas low cost, il faut remettre des objectifs de haut niveau. Les objectifs de haut niveau, ce sont des objectifs qui sont adoptés après par les institutions économiques, que ce soit la Banque centrale, que ce soit les ministères, que ce soit les... Ces objectifs de haut niveau ne sont pas formulés au Maroc. Parce que ces objectifs de haut niveau, ce sont des objectifs qui résultent d'une confrontation politique et qui aboutit à des priorités qui sont des priorités nationales auxquelles doivent se soumettre
les différentes institutions en charge de la régulation macroéconomique. Ça veut dire que c'est vrai que c'est étonnant que dans tous les pays du monde, les campagnes électorales parlent de l'indépendance de la Banque centrale. Dans tous les pays du monde, les campagnes électorales parlent de la fiscalité. Dans tous les pays du monde, les campagnes électorales parlent des priorités et des choix plutôt keynésiens, plutôt monétaristes, etc., qui définissent des objectifs de haut niveau et à partir desquels je peux travailler en tant que banque centrale ou en tant que... Le niveau de débat est tellement loin de ce qu'on a. Je veux dire, si on prend l'indépendance de la Banque centrale, le débat, il est à des années-lumière de ce qu'on a. Qui doit fixer le taux d'inflation objectif? Est-ce que c'est le gouvernement ou la Banque centrale elle-même? Quel est l'indicateur de l'inflation qu'on prend? Est-ce qu'avec les actifs ou sans les actifs? On est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire pour avoir une politique macro qui ne soit pas une politique macro low cost. Deuxième, et là je pense que l'expérience européenne peut être intéressante dans les transitions que les pays européens ont fait sur les aspects budgétaires, sur les aspects de fiscalité, sur les aspects de lutte contre l'économie informelle, etc., etc. La deuxième recommandation, elle aussi, elle est light, ce n'est pas des recommandations. Je pense qu'il faut abandonner les financements sectoriels préaffectés, qui sont des instruments qui ne sont pas assez flexibles pour s'adapter au fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Que ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Et que dire 78,5 milliards d'ici 2008 au plan Maroc vert comme ça, ça nous paraît un petit peu décalé par rapport aux besoins. Et là aussi, je pense qu'il faut réfléchir à des financements qui soient moins préaffectés et du coup, qui sont territorialisés, régionalisés, avec tous les problèmes que ça pose, hein, mais qui permettent de s'adapter et qui donnent un sens au fait qu'on fait des évaluations. Si on fait une évaluation, elle n'affecte pas le montant des ressources, ça me paraît un petit peu délicat. Donc, ce sont les deux recommandations d'amélioration des processus que nous avons établis. Et pour conclure, en fait, l'idée qu'on a, c'est que la coordination au Maroc a pu donner des résultats tant qu'on était dans une situation politique d'exclusion d'une grande partie de la population, tant qu'elle était entre, disons, institutions verticales. On peut coordonner entre nous, sans pression de la base et sans objectif de haut niveau. C'est facile de coordonner. On se met autour d'une table, on n'a pas d'objectif de haut niveau, il n'y a pas de pression par la base. Aujourd'hui, je te prête de l'argent, demain, c'est toi, etc. etc. Et bien sûr, on a maintenu la stabilité au Maroc. C'est facile de la maintenir comme ça. Mais qu'en même temps, cette coordination entre institutions verticales, sans pression de la base, sans objectif de haut niveau, ne peut pas répondre aux objectifs de transition démocratique qui sont actuellement ceux du Maroc. Et merci.